Bonjour et bienvenue au module 5 consacré à la due diligence, au processus d'investissement et à l'analyse des opportunités d'investissement. Personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à présenter ce module parce que j'estime que ces trois éléments sont vraiment au cœur du métier d'investisseur, à savoir développer les compétences pour analyser les procédures et les mettre en place pour qu'elles soient consistantes lorsque vous prenez des décisions, analyser également les opportunités d'investissement, les présenter aux différentes parties prenantes et mener à bien une bonne due diligence. L'investissement, c'est 1% de chance et 99% de préparation. J'espère que ce module va vous fournir tous les outils nécessaires pour que vous soyez bien préparés. Merci de votre attention et à très bientôt. Bonjour et bienvenue au module 5 de la formation des femmes investisseurs africaines offerte par la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Ce module 5 est consacré au processus d'investissement, à la due diligence et aux analyses des opportunités d'investissement. C'est une présentation de Babar Karka et Gita Tharmaratnam pour la version française, Ami-Fanny Tonisso. Dans la première partie de ce module, nous allons aborder le processus d'investissement. Alors, qu'est-ce que le processus d'investissement? C'est tout simplement un processus qui va vous permettre de prendre un investissement, d'abord une opportunité, du début à la fin, c'est-à-dire à la conclusion d'un investissement. Donc, vous commencez par observer une opportunité d'investissement sur le marché et vous terminez ce processus, si vos observations ont été positives, par un investissement dans la cible que vous avez identifiée. La première étape du processus d'investissement est ce qu'on appelle l'origination ou encore le sourcing. Dans cette étape, vous identifiez une nouvelle transaction que vous allez étudier. Si les informations préliminaires que vous avez réunies sont satisfaisantes, vous décidez d'aller à l'étape suivante. L'étape suivante est le comité d'investissement initial ou la pré-évaluation de l'opportunité d'investissement. Cette étape vous permet de décider si cette opportunité présente vraiment le mérite que l'on consacre plus de temps et également plus de ressources à analyser et enfin décider de faire un investissement ou pas à la fin. Et donc l'analyse approfondie de l'investissement s'appelle la due diligence. Donc vous avez deviné que c'est l'étape suivante qui vous permet de décider et donc si vous allez effectivement effectuer un investissement dans une entreprise donnée. La due diligence est une phase d'analyse très détaillée et vous allez regarder différents aspects pendant la due diligence, la stratégie, le commercial, les opérations, les risques inhérents, l'ESG et bien d'autres domaines que nous aborderons dans le détail dans les slides suivants. Les infos que vous allez récolter au cours de la due diligence vont permettre au General Partner de se forger une opinion sur l'opportunité de procéder à un investissement. Après la due diligence, l'équipe d'investissement prépare ainsi un dossier complet qui est présenté au comité d'investissement final. La dernière étape est donc le comité d'investissement final. Durant cette étape, les membres du comité d'investissement prennent une décision par rapport à l'investissement et donnent des directives à l'équipe d'investissement, c'est-à-dire l'équipe qui a réalisé l'analyse de l'investissement et bien souvent également l'origination de l'investissement. Donc, les directives leur sont données et si la réponse au final du comité d'investissement est positive, ils peuvent procéder à la finalisation, c'est-à-dire à la clôture ou encore au closing de la transaction. Et le General Partner entre ensuite dans une phase de gestion de portefeuille. Une fois que l'investissement est fait, l'entreprise rentre dans le portefeuille d'investissement du General Partner et c'est à cette étape que le General Partner fait le suivi de l'investissement et met en place son plan de création de valeur. Avant de terminer, rappelons de façon générale qu'il est important d'avoir en place un processus formel de prise de décision par rapport aux investissements que vous ferez.
Et ce processus doit être bien connu à la fois de vos investisseurs, c'est-à-dire des LPs, mais également de vos équipes, pour qu'il n'y ait pas de quiproquo et qu'il soit appliqué de la même façon, quelle que soit l'opportunité présentée. Ensuite, il faut avoir conscience que le processus d'investissement dure de quelques mois jusqu'à une année. C'est vraiment un processus qui peut être long, ça dépend de quel point de vue on se place, mais ceci, c'est pour dire que c'est un processus qui est très détaillé et qui va vraiment permettre, on l'espère, dans la plupart des cas, aux investisseurs de prendre les bonnes décisions concernant l'allocation de leurs fonds. Ensuite, la due diligence va permettre d'approfondir également au niveau de l'investisseur sa connaissance même de l'entreprise et du secteur dans lequel il investit. Et ceci est très utile parce qu'on l'a déjà vu, on le verra encore, mais vraiment la différence entre un investisseur et un banquier, par exemple, est cet aspect de création de valeur. Or, pour créer de la valeur pour une entreprise, eh bien, il faut bien la connaître, et il faut connaître son secteur, son industrie, l'environnement dans lequel elle évolue, etc. Passons maintenant au comité d'investissement. Nous l'avons mentionné déjà plusieurs fois. Le comité d'investissement est un organe critique dans la gouvernance d'un fonds d'investissement. Son rôle principal est de décider de quelles transactions le fonds va entreprendre, sur la base de différents éléments, dont la stratégie du fonds. Donc, le comité d'investissement va ici jouer un rôle un peu de niveau de contrôle supplémentaire entre le général partner et les LPs, c'est-à-dire les investisseurs dans le fonds, parce que son rôle est vraiment de s'assurer que les investissements que vont faire le fonds entrent dans la stratégie qui a été présentée pour lever des fonds auprès des investisseurs. Sa composition, à présent, il est généralement composé de 3 à 6 membres en fonction de la taille du fonds. C'est vraiment variable. Si vous avez un petit fonds, c'est peut-être un peu trop 6 membres parce qu'effectivement, il faut le faire fonctionner et ce n'est pas toujours évident. Donc, 3 à 6 membres en fonction de la taille du fonds. Et en général, il est dirigé par une chairperson ou un président de séance qui dirige les échanges, tout simplement. Il faut éviter d'inclure les membres de l'équipe d'investissement, il ne faut même pas les inclure, dans le comité d'investissement, pour des raisons d'impartialité, tout simplement. Ils ne peuvent pas être à la fois juge et partie. Parce qu'on considère que si vous êtes membre de l'équipe d'investissement, vous avez déjà un parti pris favorable, a priori, à la transaction que vous proposez. Donc, le comité d'investissement exclut les membres de l'équipe d'investissement. Évoquons ici quelques bonnes pratiques concernant le comité d'investissement. Il est important de rechercher des membres dont les compétences sont complémentaires à celles de l'équipe d'investissement. Il faut aussi inclure des membres indépendants dans le comité d'investissement, c'est-à-dire ne faisant pas partie du General Partner, pour bénéficier aussi de leur expertise, de leur réseau, de leur point de vue qui peuvent être différents de ceux des membres du General Partner. Ensuite, il est important d'allouer des rôles spécifiques aux membres du comité d'investissement. Ça peut changer. Par exemple, pour un comité d'investissement donné, on peut désigner un membre et lui dire « Toi, tu joueras le rôle de l'avocat du diable. » Donc, en fait, son rôle, c'est de vraiment remettre en cause systématiquement toutes les hypothèses et toutes les certitudes qu'on va poser sur la table. Donc, tout ça pour permettre au comité de pouvoir discuter et prendre de bonnes décisions. Et sur cet aspect-là, c'est important d'encourager une culture du débat qui est ouverte et sincère pour avoir des discussions positives et arriver aux bonnes décisions. Ensuite, il faut prendre l'habitude de soumettre les documents au comité d'investissement, qui sont souvent des documents avec un volume important, plusieurs jours en avance, voire semaines si c'est possible, pour leur permettre de vraiment lire les documents et de s'imprégner du dossier. Les échanges n'en seront que plus efficaces. Il ne faut pas négliger la prise de notes lors des réunions du comité d'investissement parce que celui-ci donne souvent des directives qui doivent être suivies par l'équipe d'investissement. Et enfin, il faut faire attention aux conflits d'intérêts potentiels. Lorsque vous présentez une opportunité d'investissement, surtout dans les marchés francophones où ce sont des petits marchés entre guillemets, il se peut qu'un membre du comité d'investissement soit déjà
familier avec un investissement parce qu'il connaît, par exemple, le fondateur de telle ou telle entreprise, on va considérer dans ce cas qu'il a un conflit d'intérêts. Donc, il faut laisser le temps au comité d'investissement de se prononcer sur l'existence de conflit d'intérêts ou pas. Et s'il y en a un, il ne faut pas hésiter à agir. En l'occurrence, exclure ce membre pour ce comité, c'est tout à fait compréhensible. Cela se fait et c'est même attendu de votre part. Parlons à présent de la première étape du processus d'investissement, l'origination ou encore le sourcing. Donc, l'origination comprend elle-même plusieurs sous-étapes. La première étape est le sourcing. Par sourcing, on entend l'identification d'une opportunité de transaction, tout simplement. Il y a différentes façons de sourcer des transactions dans le private equity. Et il faut dire ici que le sourcing est une compétence clé à avoir lorsque vous souhaitez lever un fonds. Donc, ça va faire l'objet de beaucoup de questions de la part des investisseurs qui vont vouloir comprendre quelle est vraiment votre capacité de sourcing et comment ils la jugent en général sur les deals que vous avez déjà sourcés, sur votre réseau, sur votre implication dans les communautés d'affaires, etc. Donc, nous revenons sur le sourcing. Il y a plusieurs façons de sourcer les transactions. En faisant des analyses internes, des recherches pour identifier les acteurs du secteur, par exemple. Par exemple, si vous êtes intéressé par un investissement dans l'éducation, vous allez déjà commencer à regarder un peu le secteur de l'éducation dans le pays où vous vous trouvez, quelles sont les principales écoles, etc. On peut utiliser son réseau, que ce soit personnel ou professionnel, pour identifier des transactions potentielles. On peut également se servir de ce qu'on appelle le mapping, qui est une sorte de recherche encore plus poussée, top-down, comme on dit, c'est-à-dire que vous partez vraiment d'une analyse assez large d'une industrie particulière et vous arrivez au fur et à mesure à cerner tous les contours de cette industrie, les acteurs du marché, les tendances en jeu, les facteurs de croissance, etc. Donc, vous devenez en quelque sorte un spécialiste, en quelque sorte, de ce secteur. Et cela vous permet donc d'identifier des opportunités, mais aussi d'en apprendre sur le secteur. Ce qui devient très utile dans la deuxième phase, dans le cas où vous investissez effectivement dans cette entreprise et que vous devez penser à un plan de création de valeur, mais vous serez d'autant plus à l'aise si vous avez déjà fait une analyse profonde, approfondie du secteur dans lequel elle évolue. On peut également sourcer des transactions en utilisant des parties tierces, comme les banques d'affaires, banques d'investissement, les conseillers financiers. Ce sont des parties en général qui sont mandatées par des entreprises pour leur vendre une part de leur capital. Donc, une entreprise lambda souhaite vendre 20% de son capital, par exemple. Elle approche telle banque et lui dit « Trouvez-moi un acheteur ». Et cette banque fait le tour un peu du marché en présentant l'opportunité à différentes personnes dans votre fonds. Donc, dans ce cas, c'est important pour vous quand même de savoir que c'est vous qui êtes à la manœuvre. Vous devez sélectionner les opportunités en fonction de leur fit, c'est-à-dire du fait qu'elles correspondent ou pas à la stratégie de votre fonds. Donc, ce n'est pas parce qu'un investisseur, un intermédiaire financier vient vous voir et vous dit « Ah, j'ai une bonne transaction », qu'automatiquement, c'est une bonne transaction pour vous. Donc, il y a tout un travail d'analyse que vous devez faire pour vous assurer qu'effectivement, c'est une bonne opportunité. Donc, après le sourcing, l'équipe d'investissement mène une évaluation très préliminaire de l'opportunité d'investissement grâce à des recherches sur la société, un peu sur le secteur, discussions avec des parties externes, des experts du secteur pour bien vraiment comprendre, essayer de comprendre les contours de cette entreprise ou de ce secteur. Un modèle financier très préliminaire également pour essayer d'évaluer un peu la rentabilité si vous faisiez un investissement dans cette entreprise. Les infos ainsi récoltées à ce stade permettent à l'équipe d'investissement de se faire une opinion générale, globale. Et si celle-ci est positive, il est souvent recommandé que l'équipe présente brièvement cette opportunité à l'ensemble du general partner, y compris ou pas les membres du comité d'investissement.
Et cette présentation est vraiment brève, 2 à 3 pages. Donc, ça peut se faire au cours d'une réunion avec l'équipe élargie. L'équipe d'investissement vient et dit, nous avons identifié telle opportunité dans le marché, nous pensons que c'est une bonne opportunité. Voilà en 2-3 points pourquoi nous pensons que c'est une bonne opportunité. En général, les discussions peuvent prendre plusieurs orientations. Elles peuvent s'intéresser au fit, c'est-à-dire à la correspondance entre les caractéristiques de cette entreprise et la stratégie du fonds. Les discussions peuvent également s'attarder sur les domaines a priori sur lesquels il faudra prêter particulièrement attention au moment de la due diligence. Ou encore, la réunion peut s'orienter sur une décision qui va être oui ou non pour passer à la prochaine étape. Alors, la prochaine étape, c'est souvent la décision initiale du comité d'investissement. C'est-à-dire que lorsque la décision de principe a été prise par le comité d'investissement et qu'elle est positive, l'équipe d'investissement va préparer alors un rapport plus détaillé sur l'opportunité d'investissement, un rapport qui peut prendre différentes appellations. Par exemple, on peut l'appeler le Preliminary Investment Memo, c'est-à-dire le mémorandum préliminaire d'investissement. Et même certains fonds passent directement à l'étape de due diligence après la décision de principe initial du comité d'investissement. Donc ça, c'est une étape dont nous allons parler, mais il faut savoir que différents fonds ont différents processus et différentes étapes, bien sûr. Alors, le Preliminary Investment Memorandum comprend en moyenne 30 à 40 pages et un modèle financier. Il y a différentes sections dans ce document. Un résumé qui représente les termes de la transaction proposée, un aperçu de la société, son historique, ses produits, ses services, l'équipe de dirigeantes de la société, leur CV, leur expérience, etc. Un aperçu du marché, par exemple, la croissance du marché, les tendances qui sont observées, qui sont les principaux consommateurs, leurs caractéristiques, et on peut encore creuser. Un aperçu de la rentabilité financière, la performance passée, mais également les projections financières et les hypothèses qu'on va utiliser. On parle également dans ce document des risques et des zones à identifier pour faire l'objet d'une due diligence approfondie. On a un aperçu de la valorisation de la société. On peut choisir ici d'utiliser plusieurs méthodes de valorisation et de montrer les résultats de ces méthodes dans le document. Une stratégie de sortie, où à ce stade, on identifie ce qui est encore une piste, mais en tout cas 2 ou 3 options viables qu'on voit potentiellement pour une sortie de l'investissement. Et enfin, le document se termine par une recommandation faite par l'équipe d'investissement à destination du comité d'investissement en disant « Nous pensons que c'est un bon investissement pour telle raison. Voici un peu la fourchette de valorisation de l'entreprise que nous présentons et voici le budget de due diligence que nous présentons. » Donc, le comité d'investissement, en général, est tenu de décider surtout sur ces 2 aspects, la valorisation, la fourchette de valorisation. Pourquoi c'est important? Tout simplement parce que c'est ce qui va vous permettre de dire après, nous allons proposer de prendre X% de la société et ça va nous coûter tant de millions de dollars. Donc, ça part déjà de la valorisation de la société. Et ensuite, le comité d'investissement approuve également le budget de due diligence. Alors, passons maintenant à la due diligence, justement. La due diligence, c'est une phase critique du processus d'investissement. Elle s'apparente un peu à une enquête. Et je trouve personnellement que c'est une phase passionnante parce qu'on apprend énormément de soi-même, de l'investissement en question, du secteur, à travers toutes les enquêtes qui sont menées. Donc, vous êtes un peu le Sherlock Holmes ici, vous mettez votre casquette d'enquêteur. Le but pour vous, c'est de vraiment vous assurer que l'opportunité que vous avez identifiée est une bonne opportunité. Donc, vous allez ouvrir toutes les portes, vous allez remuer tous les cadavres dans les tiroirs, comme on dit. Et ce n'est pas avec un esprit négatif, mais c'est vraiment avec l'esprit de dire, si jamais nous faisons cet investissement,
voilà tel risque que nous encourons et aussi voilà tel potentiel de croissance que nous voyons. Donc, c'est une phase, comme vous l'avez compris, très, très importante. D'ailleurs, avant de commencer la due diligence, l'équipe d'investissement met en place ce qu'on appelle un plan de due diligence, où sont détaillés les domaines que vous allez couvrir et les besoins en termes d'expertise. Bien souvent, les fonds font appel à des experts externes parce qu'ils ne peuvent pas avoir au sein de l'équipe toutes les expertises possibles. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir des spécialistes de tous les secteurs, vous ne pouvez pas avoir des fiscalistes, vous ne pouvez pas avoir des juristes, donc ça coûte cher. En général, on attend la phase de due diligence pour contacter ces spécialistes pour aider justement à mener la due diligence dans des secteurs particuliers. Donc, ces spécialistes sont les avocats, les experts sectoriels, les experts ESG, ou encore les fiscalistes, etc. Donc, il est important d'avoir pour la due diligence une approche disciplinée, méthodique. Il y a plusieurs éléments qui sont couverts durant la due diligence, mais en général, la due diligence commerciale occupe une grande partie du temps, et ainsi que la due diligence financière et légale. Comme nous l'avons vu précédemment, le General Partner recrute souvent des consultants experts dans un secteur donné pour mieux cerner le secteur, donner leur avis. Si vous identifiez une opportunité dans le secteur de la santé que vous n'avez pas fait d'investissement auparavant dans ce secteur, il serait donc recommandé que dans votre équipe, vous ayez un expert du secteur de la santé pour vous aider justement à comprendre le secteur, à mieux analyser votre cible d'investissement, etc. Donc, quel que soit le secteur, la due diligence doit couvrir au minimum les aspects suivants. Donc, la due diligence commerciale, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est tout ce qui est lié au marché dans lequel évolue l'entreprise. Vous allez poser des questions comme quelle est la proposition de valeur de mon entreprise, donc l'entreprise que j'étudie dans le marché? Quelle est sa position? Les tendances observées sur le marché. Quelle est la performance passée de votre entreprise, les projections et quelle est votre estimation de sa capacité à atteindre ces projections au vu de ce que vous apprenez sur le marché. La due diligence financière et fiscale. Le but ici est de s'assurer que les informations communiquées par l'entreprise non seulement sont exactes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'erreur dans les états financiers, et vous allez vraiment regarder tous les états financiers, c'est-à-dire le compte des résultats, le bilan, le tableau de trésorerie et tous les tableaux annexes. Vous voulez vous assurer également que ces états financiers reflètent bien la situation financière de l'entreprise et vous allez identifier les risques également à ce niveau-là, que ce soit au niveau de financier ou fiscal. La due diligence juridique, elle inclut les risques potentiels encourus par l'entreprise par rapport au contrat qu'elle a signé dans le passé, par rapport à sa responsabilité juridique, dans quel cas elle est engagée ou pas. Donc, vous allez avoir besoin d'un avocat qui va regarder toutes les informations pertinentes. Donc, on va dresser la liste de toutes les informations, tous les documents dont il a besoin et la communiquer à l'entreprise, analyser toutes ces informations et émettre un avis sur le risque juridique que vous encourez si jamais vous devenez investisseur dans cette entreprise particulière. Le dernier domaine, et c'est un domaine qui est important également, c'est l'ESG, l'environnement, le social et la gouvernance. Ici, la due diligence adopte un point de vue également de risque. Quels sont les risques encourus sur ces différents domaines, l'environnement, le social et la gouvernance? Et donc, vous avez tout un module qui est dédié à l'ESG qui va vous permettre de comprendre dans le détail ce qu'on regarde vraiment à ce stade. Après la phase de due diligence, l'équipe d'investissement prépare la proposition d'investissement finale qui va être présentée au comité d'investissement. Il est important ici de noter que l'équipe d'investissement doit parler d'une même voix, donc s'assurer que tous ses membres
sont à l'aise avec la proposition qui est faite au comité d'investissement. Le mémorandum final qui comprend cette proposition a différentes parties. Il présente les résultats de l'audit, le modèle financier, le modèle commercial, les risques clés et les mitigations identifiées, le plan détaillé de gestion du portefeuille, c'est-à-dire qu'une fois que l'investissement est fait, quel est le plan de l'investisseur, de vous, pour créer de la valeur au sein de l'entreprise, l'analyse des opérations, le plan d'amélioration ESG, les termes clés de la transaction, le plan de compensation de l'équipe dirigeante de l'entreprise, en partant du principe qu'une équipe qui est intéressée financièrement va mieux performer, et surtout en ayant conscience que vous, en tant qu'investisseur, vous n'allez pas diriger les opérations au quotidien. Vous allez déléguer ou vous allez confier cette tâche à l'équipe dirigeante de l'entreprise. Donc, il est important que vous soyez à l'aise sur leur schéma de compensation. Sur la base des informations et des analyses du mémorandum final, le comité d'investissement va donc prendre une décision finale. Ici, important aussi pour l'équipe d'investissement de comprendre que le comité d'investissement est une ressource qu'il faut utiliser pour améliorer souvent la proposition initiale. Donc, c'est une ressource parce que ses membres, en général, ont plus d'expérience, ont vu d'autres transactions, et donc il ne faut pas hésiter, il faut même rechercher leur feedback par rapport à la proposition que vous allez leur faire. Au final, l'équipe d'investissement fait donc une proposition au comité d'investissement, qu'il accepte ou qu'il la rejette. En général, si le comité donne son accord pour une proposition, il établit aussi des conditions à remplir avant ou après la clôture de la transaction. Par exemple, si la due diligence a révélé un risque majeur dans une entreprise donnée en raison de l'absence de contrat de travail formel pour certains employés, une condition peut être de régulariser la situation de ces employés avant la clôture de la transaction. Alors, le comité d'investissement prend une décision finale. Cela a des conséquences également sur les documents juridiques. Après l'accord du comité d'investissement, s'il est positif, l'équipe d'investissement et l'entreprise commencent la phase de négociation des contrats avec l'aide de leur cabinet d'avocats respectifs. Ce processus se termine avec la signature des contrats. En général, plusieurs documents sont signés. Vous avez le Share Purchase Agreement, SPA, ou en français, le contrat d'achat d'actions et d'autres documents juridiques. Nous avons un module qui est consacré aux documents juridiques qui va vous donner plus de détails. À ce stade, il est crucial de s'assurer que les termes du contrat sont bien en accord avec la décision finale du comité d'investissement. Ensuite, la phase de clôture de la transaction, c'est la dernière étape après la signature des contrats. Cette phase peut prendre de quelques mois à 1 an. Et oui, ça peut prendre longtemps si la transaction est compliquée, qu'il y a beaucoup de conditions préalables qui ont été émises par le comité d'investissement et que l'entreprise doit s'assurer d'avoir rempli toutes ces conditions avant d'avoir accès au fonds. C'est une étape importante à ne pas négliger pour s'assurer encore une fois que les termes de la transaction tels qu'approuvés par le comité d'investissement sont bien traduits dans la réalité. Il est recommandé de tenir au courant, de tenir informé le comité d'investissement de toutes ces phases à la clôture. Et lorsqu'on arrive enfin à la clôture, cette étape est généralement officialisée par les deux parties à travers un communiqué de presse, un cocktail, une conférence de presse. Voilà. C'est un moment de détente, en fait, qui est bienvenu après de longs mois de négociations entre les investisseurs que vous êtes et l'entreprise. Et cette étape marque le début de la coopération. Donc, vous n'êtes plus chacun d'un côté de la table, mais maintenant, vous êtes du même côté de la table. Et le but pour vous, c'est de faire avancer, de faire évoluer cette société dans laquelle vous avez investi. Enfin, parlons du plan de gestion de portefeuille qui intervient aussi au moment de la décision finale du comité d'investissement.
C'est un plan qui contient des informations pertinentes à votre plan de création de valeur dans l'entreprise. Il donne en détail les leviers de croissance que vous avez identifiés. Ça peut être des fusions, acquisitions d'une autre entreprise, l'internationalisation des opérations de cette entreprise, une croissance interne, une amélioration de la force de vente, etc. Donc, vous avez identifié plusieurs pistes de croissance que vous allez mettre dans ce plan de gestion. C'était en fait un plan d'action. L'équipe d'investissement va collaborer avec différents experts et surtout avec les dirigeants de l'entreprise pour élaborer ce plan qui va couvrir en général toute la période d'investissement du fonds dans l'entreprise. Il faut aussi savoir que c'est un plan qui va être dynamique, bien sûr, il va changer. Il n'est pas fixé parce que les conditions vont changer, l'entreprise va changer, donc il faut être ouvert, il faut le faire évoluer avec les besoins. Enfin, le plan de gestion du portefeuille inclut en général un plan d'action des 100 premiers jours, c'est-à-dire ce que vous allez faire les 100 premiers jours, à partir du moment où vous êtes maintenant investisseur dans l'entreprise, qu'est-ce que vous allez faire ces 100 premiers jours pour vraiment vous attaquer à tout ce que vous avez identifié comme opportunité de croissance ou risque. Et l'investisseur utilise en général les 100 premiers jours pour finir de remplir les conditions qui ont été émises par le comité d'investissement ou encore pour s'attaquer aux chantiers qui ne sont pas trop compliqués, les low-hanging fruits, comme on dit en anglais, et donc qui permettent déjà d'instaurer une bonne dynamique au sein de l'entreprise. Au final, le succès de l'investissement va dépendre fortement de la collaboration entre le fonds et l'entreprise. Les deux parties vont travailler à améliorer la performance de l'entreprise sur plusieurs aspects. Nous avons déjà cité l'ESG, la finance, la gouvernance d'entreprise, très importante, surtout pour les entreprises familiales qui veulent s'inscrire dans la pérennité. Donc, il y a un certain nombre de mesures à mettre en place pour améliorer leur gouvernance et leur permettre de survivre. Les ressources humaines sont également un secteur important où des procédures de formalisation vont être mises en place et donc s'assurer que les employés, le capital humain de l'entreprise est pris en compte et est traité de façon équitable. Les domaines de marketing, vente et développement des activités, très importants également. La stratégie ici, donc, c'est formaliser le développement de la stratégie de l'entreprise et l'implication de cette stratégie sur les opérations de l'entreprise. Dans cette deuxième partie du module 5, nous allons vous présenter des analyses des opportunités d'investissement. En tant qu'investisseur, un des aspects fondamentaux de votre rôle est d'évaluer régulièrement des opportunités d'investissement. Dans les slides suivants, nous allons vous donner les éléments, les outils pour mener à bien votre évaluation. Commençons par la recherche. Celle-ci va vous permettre de contextualiser votre compréhension de la performance, notamment la performance financière d'une entreprise donnée que vous considérez. L'entreprise va par exemple vous fournir ses états financiers que vous allez analyser de façon indépendante. Mais la recherche va vous donner les éléments pour comprendre la performance de l'entreprise dans le contexte de l'industrie, du secteur dans laquelle elle se trouve. Vous allez vous servir de votre recherche pour comprendre les tendances du marché, la position de l'entreprise relativement aux autres entreprises, le potentiel de croissance de celle-ci et, in fine, sa capacité même à atteindre les projections que vous allez faire. Et également, vous allez être intéressé par comprendre sa capacité à lever de la dette dans un contexte particulier. Ensuite, intéressons-nous plutôt à l'évaluation. L'évaluation vous permet de déterminer si une opportunité d'investissement est viable ou pas. Vous avez plusieurs outils à disposition. Vous pouvez étudier les opportunités de créer de la valeur dans l'entreprise, différentes façons, renforçant l'équipe de direction. Donc, plusieurs approches existent. Nous donnerons les détails de ces approches dans la suite de la présentation.
Il est recommandé d'utiliser en général un framework ou un cadre pour analyser systématiquement les opportunités et prendre des décisions. Nous vous présentons ici un cadre que vous pouvez utiliser. Typiquement, une bonne opportunité d'investissement présente différentes caractéristiques. Nous en avons relevé 3 dans ce slide, 3 autres dans le slide suivant que nous allons vous présenter une à une. Alors, cela peut paraître être une évidence, mais les bons candidats à l'investissement ont en général une position dominante sur le marché, donc elles sont leaders de marché, et un business model solide. Il est important donc de bien évaluer la position de l'entreprise que vous étudiez dans le marché, de comprendre si dans cette industrie, il existe des barrières à l'entrée, est-ce qu'elles sont élevées, modérées, basses, de comprendre également les rapports de force entre les différents acteurs du marché et notamment avec les clients ou les consommateurs de ce marché. Ensuite, un bon candidat a des sources de revenus multiples. Il n'est pas dépendant d'une seule source de revenus parce qu'au cas où celle-ci se tarit, eh bien, il risque de faire faillite. Mais au contraire, il a plusieurs sources qui lui permettent de diversifier son risque et d'accroître son revenu. Plusieurs éléments peuvent entrer en compte ici et aider donc à multiplier les sources de revenus, l'ajout de nouveaux produits, la distribution des produits dans de nouveaux circuits, l'entrée de nouveaux pays, etc. Donc, il faut voir ce qui est applicable dans le cas que vous étudiez, mais c'est important que votre candidat ne soit pas dépendant d'une seule source de revenus. Ensuite, le bon candidat à l'investissement a un flux de trésorerie stable et récurrent. Dans le private equity, on dit souvent que le cash est roi. Donc, important de bien comprendre la situation de votre entreprise par rapport à son cash, à sa trésorerie. Et les investisseurs, donc bien sûr, préfèrent les sociétés dont le cash flow est prévisible et peu sensible aux variations saisonnières. Ensuite, un bon candidat à l'investissement a des besoins en dépenses de maintenance faibles ou modérés. Cela signifie tout simplement que pour continuer d'opérer à son niveau actuel, l'entreprise n'a pas besoin d'investir des sommes importantes. Elle est déjà à un niveau d'opération où, avec un minimum d'investissement, elle peut se maintenir, comme on dit. Pourquoi c'est important? Parce que ça veut dire qu'elle pourra dégager, il y aura de la flexibilité, elle pourra dégager des ressources pour les investir dans ce qui est important pour vous, pour elle également pour son développement, comme l'augmentation de ses capacités de production, l'acquisition d'autres entreprises, la rémunération de ses actionnaires en termes de dividendes, etc. Donc, en général, les investisseurs en private equity préfèrent les entreprises qui ont des besoins modérés en termes d'investissement de maintenance, parce qu'elles génèrent plus de cash. Un bon candidat a également une équipe de direction solide. Rappelez-vous qu'en tant qu'investisseur, vous n'êtes pas en charge de la direction quotidienne de l'entreprise, mais vous êtes là pour apporter de la valeur, créer de la valeur. Vous pouvez vous illustrer dans différents domaines, par exemple, l'aider à digitaliser son business model en augmentant ses ventes en ligne, à revoir sa stratégie de prix pour optimiser ses revenus, à diversifier sa clientèle, etc. Mais votre rôle aussi, c'est d'évaluer de façon indépendante et rigoureuse l'équipe de direction et sa capacité à mettre en œuvre les plans de création de valeur que vous allez proposer. C'est un élément critique parce que l'équipe de direction sera en charge, in fine, de la mise en pratique de vos recommandations. Si cette équipe n'est pas solide, vous devez revoir votre décision d'investir dans cette entreprise ou remplacer quelques membres, voire de nombreux membres dans l'équipe de direction. C'est important à ce point. Donc, toutes les informations que vous avez recueillies sur les opérations de la société doivent vous permettre d'établir un modèle financier opérationnel, c'est-à-dire qui reflète les opérations de l'entreprise.
Ce modèle doit être construit en collaboration avec, bien sûr, l'équipe de direction de l'entreprise. Encore une fois, in fine, ils sont responsables d'atteindre les objectifs, notamment financiers, que vous allez fixer dans votre modèle. Collaboration également avec les consultants que vous avez engagés pour la due diligence, les experts du secteur qui peuvent vous donner des informations importantes à prendre en compte dans votre modèle financier. Et également collaboration avec les cabinets de professionnels, notamment les auditeurs et les fiscalistes, qui devront vous donner des inputs particuliers à prendre en compte dans votre modèle financier. Le modèle financier est basé sur des hypothèses que vous allez bien sûr justifier dans les différents documents que vous allez présenter. Il doit être flexible pour pouvoir envisager plusieurs scénarios. On prévoit en général 3 types de scénarios. Un scénario de base, donc dans un cas où il n'y a pas trop de changements, voilà ce qu'on pense que l'entreprise peut faire en termes de performance financière. Un scénario à la baisse, c'est-à-dire pessimiste, et un scénario à la hausse, un scénario optimiste. Ce modèle va vous donner la base pour formuler des hypothèses en termes de projection financière et de retour financier que vous attendez sur la transaction. Enfin, terminons notre présentation, notre module 5, sur les astuces, comme nous l'avons fait pour les autres modules. Nous aimons vous faire partager notre expérience dans le domaine du private equity. Alors, comment élaborer un processus d'investissement solide? Il est important que votre processus d'investissement soit à la fois adapté à la taille de votre fonds, mais qu'il soit aussi standardisé. À notre avis, cette standardisation est clé pour prendre des décisions de façon systématique et rigoureuse, et elle participe aussi à mettre à l'aise vos investisseurs qui vont être conscients du fait que vous suivez un processus donné et que vous ne décidez pas comme ça, au gré à votre bon vouloir, de tel ou tel investissement. Comment choisir ou composer un comité d'investissement solide? Votre comité d'investissement doit inclure des professionnels expérimentés, des personnes qui n'ont pas peur de challenger l'équipe d'investissement. C'est très important d'avoir ce rapport ouvert pour que vous puissiez donner le meilleur de vous-même, remettre en question les hypothèses que vous avez faites et ne pas vous complaire dans vos certitudes. Parce que rappelez-vous, en tant qu'investisseur, vous êtes la personne qui avait trouvé l'opportunité. Donc, vous avez peut-être déjà un biais, un petit parti pris, et c'est important d'avoir en face de vous une équipe compétente, expérimentée, qui va remettre en question certaines des hypothèses que vous avez faites. Et donc, en parlant de remettre en question ces hypothèses, c'est un élément très important. Comme je le disais précédemment, il est facile de se convaincre qu'on a eu raison de choisir telle ou telle entreprise, quelle est la meilleure, etc. Donc, important pour vous de garder à l'esprit, de remettre en cause vos propres certitudes et d'utiliser les différentes investigations que vous allez faire, notamment la due diligence, pour remettre en question un certain nombre d'hypothèses que vous avez formulées dès le début. Enfin, il est important, vous allez voir beaucoup de transactions, beaucoup de transactions. Il est important que vous gardiez la trace de ces transactions, que vous les documentiez, que vous documentiez vos analyses. Certaines de ces transactions vont aboutir, d'autres non, mais vous allez toujours apprendre des transactions que vous avez initiées, analysées. Donc, important de garder une base de documentation que vous pourrez consulter dans le futur pour dire « Ah oui, j'ai déjà vu une entreprise dans tel secteur, voilà les conclusions auxquelles on est arrivé ». Cela vous permettra donc d'être un meilleur investisseur et de prendre de bonnes décisions dans le futur. Voilà, nous achevons ainsi notre module 5. Nous vous remercions pour votre attention, pour votre engagement et restez connectés pour la suite.